Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. La guerre en Ukraine fait toujours rage, le prix du Bitcoin stagne entre 40 et 45 000 $, le Matryoshka Premium a disparu et les Russes semblent acheter de moins en moins de crypto-monnaies. Contrairement à ce que croyaient les Occidentaux, le gouvernement russe n'essaie apparemment pas d'échapper aux sanctions en passant par la crypto. Bien sûr, ça n'a pas empêché Bruno Le Maire de vouloir jeter le Bitcoin dans une prison législative visant à soi-disant contrer la Russie. Rien de très surprenant de la part de quelqu'un qui avait autrefois déclaré que le Bitcoin était la monnaie des terroristes. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique. Vous pouvez aller demander 150 € dans un bar tabac, puis 150 € dans un autre tabac. Au bout du compte, récolter une somme importante, 1500 €, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace. Donc ce sera surveillé de près. Bien sûr, les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années. Et là ce aussi, sera dans la loi. Il faut que nous renforcions nos dispositifs, ce sera dans la loi. Bizarrement, l'Ukraine semble avoir une conception différente de la crypto-monnaie puisqu'ils s'en servent pour financer leur armée qui, aux dernières nouvelles, n'est pas composée de terroristes islamistes. En effet, le gouvernement ukrainien a profité des dons envoyés par la communauté crypto pour acheter 15 millions de $ de matériel militaire directement en crypto. Gilets pare-balles, rations militaires, bandages et dispositifs de vision nocturne, tout cela peut être acheté en masse en échange de crypto-monnaies. D'après un porte-parole du gouvernement ukrainien, 40% des sociétés fournissant ce type de matériel sont prêtes à accepter des paiements en crypto. Et apparemment, il devait s'agir de cryptos plutôt variés, puisque l'Ukraine avait reçu des dons sur plusieurs chaînes différentes. Des bitcoins, des ethers, des dots, des sols de l'USDT ou même ce CryptoPunk que j'avais mentionné la semaine dernière, bien que ce dernier n'ait pas encore été vendu par l'Ukraine. Pour la première fois de l'histoire, le cas de l'Ukraine aura donc prouvé à tous les Bruno Le Maire de la planète que la crypto est un outil qui peut être utilisé pour défendre une cause avec laquelle ils étaient déjà d'accord. Difficile à partir de là de continuer sincèrement à penser que la crypto est une monnaie créée par et pour les terroristes, sauf si vous êtes vraiment demeuré ou complètement hypocrite. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée à l'achat de matériel pour se défendre face à l'invasion russe. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un potentiel airdrop, mais il s'est avéré finalement qu'il n'en serait rien. Ils n'ont pas précisé pourquoi, mais je pense qu'ils ont pris la décision de l'annuler après avoir constaté qu'un grand nombre de gens avaient donné 2 € pour toucher l'airdrop. Et au lieu de faire un airdrop, le vice-premier ministre ukrainien a finalement annoncé que des NFT destinés à soutenir l'armée ukrainienne seraient créés. On ne sait toutefois pas encore en quoi ces NFT consistent et s'ils seront vendus, à quel prix. On peut donc espérer que les politiciens un peu partout dans le monde vont faire rentrer dans leur crâne le fait que la crypto n'est pas une monnaie de terroristes et arrêter de taper dessus sans raison, même si au vu du comportement de certains, c'est pas gagné. Fini de parler de la guerre pour aujourd'hui, parlons maintenant des actus 100% crypto avec en premier l'arrivée de la chaîne Terra à la première place sur les classements par valeur d'actifs stakés devant Solana et la beacon chain d'Ethereum. La TVL de Terra et son jeton Luna ont tous deux vu une forte augmentation au cours du dernier mois, ce qui leur a permis de décrocher cette médaille d'or. Toutefois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ethereum n'est numéro 3 dans ce classement que parce que la fusion, The Merge pour les Anglais, n'a pas encore eu lieu et qu'Ethereum 2.0 n'est pas encore arrivé. Lorsque ce sera le cas en juin, Ethereum risque fort de repasser devant Terra et Solana avec une avance qui sera considérable. Ensuite, un événement qui a fait couler de l'encre chez les plus cypherpunk d'entre nous, c'est la révélation cette semaine que MetaMask et Infura, deux systèmes d'importance capitale pour le réseau Ethereum aujourd'hui, ne seraient pas aussi cool qu'on le croyait. En effet, la société Consensys a développé un paquet de choses sur Ethereum, parmi lesquelles on trouve le portefeuille MetaMask, que beaucoup d'entre vous ont certainement utilisé, et Infura, une solution de transfert de données entre les utilisateurs et les réseaux crypto, qui est notamment le service utilisé par défaut lorsque vous installez MetaMask. Si vous allez voir dans les options du réseau Ethereum sur votre MetaMask, vous verrez que le RPC indiqué est celui d'Infura. En d'autres mots, quand vous publiez une transaction, vous l'envoyez sur les serveurs d'Infura qui la transfèrent aux autres nœuds sur le réseau Ethereum. Donc, Consensys, cette société qui est créatrice de 2 des piliers de l'infrastructure moderne d'Ethereum, a été récemment accusée d'avoir vendu son âme à JP Morgan, qui n'est pas exactement un organisme que l'on peut qualifier de cypherpunk. Voilà l'histoire dans les détails. Récemment, un groupe d'anciens employés de Consensys a déposé une demande d'audit spécial en s'appuyant sur la loi suisse. Et ce ne sont pas des employés sans aucun pouvoir comme vous le pensez peut-être, puisqu'ils détiennent un pourcentage non négligeable des actions de la société Consensys AG. Apparemment, ils auraient découvert un transfert de propriété intellectuelle anormal entre Consensys AG et une société appelée Consensys Software Incorporated. D'après eux,
Joseph Lubin, qui est l'actionnaire majoritaire des deux sociétés, aurait transféré la propriété intellectuelle de MetaMask et Infura vers cette deuxième société dont JP Morgan est actionnaire aux côtés de Joseph Lubin. Tout cela grâce à des arrangements douteux comme la représentation par Joseph Lubin de deux sociétés simultanément, ce qui est illégal, et l'absence totale des conférences annuelles obligatoires qui devaient être tenues avec les actionnaires. En l'absence de ces conférences, ils n'avaient pas été informés que ce transfert avait eu lieu et ils espèrent désormais le faire annuler. Grâce à cet échange, Joseph Lubin se serait beaucoup enrichi et eux y auraient perdu au change. En face, bien sûr, les accusations sont niées avec ferveur. Il faudra donc attendre la réponse des tribunaux suisses pour connaître la suite de cette histoire. Et en attendant, peut-être que nous ferions mieux de chercher une alternative à MetaMask. Dans un tout autre registre, il y a quelques jours, la fondation Dogecoin a annoncé sur Twitter qu'elle a fait enregistrer sa marque commerciale et son logo en Europe. Une monnaie qui avait commencé avec une blague est aujourd'hui plus sérieuse qu'un grand nombre d'autres, ce qui est assez paradoxal. Mais dans le cas du Dogecoin, il semblerait qu'ils aient été un peu obligés d'avoir recours à ce procédé par la quantité ahurissante d'arnaques basées sur l'utilisation de la réputation de cette crypto. À partir d'aujourd'hui, la fondation Dogecoin poursuivra donc les malfaiteurs en justice lorsqu'ils essaient d'utiliser le nom de Dogecoin dans une arnaque. Toutefois, il a bien été précisé qu'il serait bien sûr toujours possible de créer des mèmes et toute autre chose qui n'est pas une arnaque. Enfin, on a eu deux nouveaux arrivants importants sur The Sandbox, le jeu vidéo métavers à la française. Alors que dans les dernières semaines, on avait vu Carrefour y acheter une parcelle par exemple, cette fois-ci c'est au tour de Square Enix et de Cube Entertainment de débarquer. Square Enix est un nom que vous connaissez peut-être déjà, la société japonaise est notamment propriétaire des licences Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts. Mais ça n'est aucun de ces trois jeux qu'ils vont amener dans le métavers, peut-être parce qu'ils ont un peu peur de surcharger les serveurs de The Sandbox. Square Enix a décidé de faire ses premiers pas dans le métavers avec les séries de jeux vidéo Dungeon Siege, dont les jeux sont un petit peu plus vieux que le dernier Final Fantasy et beaucoup moins connus. Quoi qu'il en soit, sachez que la société établira en premier lieu une parcelle interactive pour permettre aux joueurs d'interagir avec des objets liés à Dungeon Siege, et une fois que ça sera mis en place, ils essaieront apparemment de proposer un système permettant aux joueurs de créer leurs propres histoires. Des histoires pour faire quoi ? Difficile à dire, mais peut-être qu'il y a du potentiel là-dedans après tout. Et la deuxième partie du projet de Square Enix, c'est d'intégrer des avatars voxels basés sur l'univers Dungeon Siege, ce qui aurait pour objectif de favoriser la création de mondes virtuels basés sur Dungeon Siege sans coder. En gros, Square Enix veut se servir de The Sandbox comme d'une espèce de Roblox du métavers, un endroit dans lequel les joueurs peuvent créer du contenu et indirectement faire de la pub pour la licence Dungeon Siege sans que la société ait quoi que ce soit à payer. Et après Square Enix, j'avais mentionné une deuxième société que vous ne connaissez probablement pas, appelée Cube Entertainment. Il s'agit là d'une société coréenne qui œuvre dans le secteur du divertissement. Le partenariat entre The Sandbox et Cube sera un peu différent du projet de Square Enix puisque Cube semble vouloir laisser le travail d'intégration de ses produits au métavers entre les mains de The Sandbox. Dans le but de faire connaître au monde entier la culture coréenne et plus particulièrement la K-pop, un espace dédié à la culture coréenne sera mis en place sur une parcelle virtuelle. Ensuite, on verra plein de choses arriver. Des NFT, des jetons de gouvernance et peut-être des concerts par exemple. Et apparemment, ça ne se limitera pas forcément à la musique. Peut-être qu'un de ces jours, on pourra voir le prochain film de Bong Joon-ho en avant-première sur la parcelle appartenant à Cube Entertainment. Et c'était là la dernière info pour ce soir, donc il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.